Il se présenta dans l'après-midi à la pension des navigateurs, un bâtiment austère de briques sombres, proche des quais sud, où logeaient nombre de capitaines en transit. Le réceptionnaire, un ancien maître d'équipage devenu concierge, accepta de faire monter Holmes, après quelques phrases codées et la promesse d'une discrétion absolue. Le capitaine Josiah Payne, un homme court de cou, au regard lavé par le sel, l'accueillit sans chaleur et sans hostilité. L'entretien figure en style direct dans les feuillets de Holmes. Monsieur Payne, vous avez noté dans votre journal un arrêt technique à Sumatra. Était-il prévu? Pas du tout. Une soupape bâbord nous a joué un vilain tour. Rien de critique, mais il fallait refixer l'échappement. Le port le plus proche était le comptoir de Padang. Est-ce qu'elle enregistrait? Après coup, oui. À Batavia, j'ai régularisé. L'agent local a apposé sa marque. L'arrêt a duré 12 heures, pas plus. Holmes ne le contredit pas. Il ouvrit la note marginale, celle qui avait retenu son attention, et la montra. Cette annotation, ce n'est pas de votre main. Non, probablement celle de Wilkins, mon second. Il avait la charge du pont durant l'intervention. Vous a-t-il fait mention d'un chargement quelconque? Aucun. Je n'ai validé que les ballots de coton en transit pour Java. Rien d'autre, à ma connaissance. Holmes referma lentement le document. L'un de vos hommes manque-t-il à l'appel? Un certain Crowley? Le capitaine pinça les lèvres. Lui? Oui. Mauvais sujet. Il n'a pas rejoint le port de destination, à ce que j'ai compris. Mais ce n'était pas une première. Il a déserté? Disons qu'il avait l'habitude de se volatiliser. Je n'ai pas signalé cette fois, et franchement, avec ce qui se passe, il aurait mieux fait de rester disparu. Savez-vous où il logeait? Quartier de Cable Street, côté est. Une chambre en soupente, chez une veuve. Wilkins l'y avait déposée, je crois. Holmes nota l'adresse et se leva. Il ne posa pas d'autres questions. Mais dans la marge de sa page suivante, il écrivit « Capitaine honnête ». Wilkins a interrogé. Crowley d'abord. Trop d'ombre dans une escale brève. Le quartier mentionné par le capitaine Payne s'étendait derrière le marché couvert de Cable Street. Un entrelac de ruelles à l'asphalte craqué, de hangars convertis et de pensions aux volets grinçants. Holmes s'y rendit en civil, selon ses notes, vêtu d'un manteau de laine grossière et d'un chapeau déformé par l'usage. Il portait une mallette, non pour convaincre, mais pour désarmer. La première étape fut un salon de barbier à demi vide, où il s'arrêta pour rafraîchir sa nuque et obtenir quelques noms. Le nom de Crowley ne provoqua aucune réaction, mais le nom de Wilkins, évoqué comme ami du disparu, orienta la conversation vers une maison au fond d'une impasse, appelée Davenport Row. La propriétaire, veuve d'un portefaix, reconnut immédiatement la description. Lui, c'est qu'il ne parle pas beaucoup, arrivé il y a 2 semaines. Il a pris la chambre du haut, mais je vous dis, monsieur, il ne sort presque plus, et il sue, même sans fièvre. Se fait-il soigner? Par qui? Il a peur des médecins, et puis il se cache. Il m'a dit un mot, une fois, au sujet d'un rat. J'ai pas voulu comprendre. Selon Holmes, la porte de la chambre fut laissée entrebâillée. Il monta seul, d'un pas léger, et découvrit un réduit éclairé par une lucarne. James Crowley était allongé sous une couverture épaisse, haletant. Il présentait une cicatrice sombre à la cheville gauche, mal pansée. Il avait les yeux cernés, la respiration hachée, et dès qu'il vit Holmes, il tenta de se relever, puis se recroquevilla avec un gémissement. « Vous êtes avec eux » bredouilla-t-il. « Non, Crowley. Je suis ici pour comprendre ce que vous avez fait, et surtout, ce que vous avez laissé entrer. »
C'est pas moi. C'est Wilkins, lui et Connor, c'est eux. Moi, j'ai juste aidé, mais je l'ai pas fait exprès. Il m'a sauté dessus. Le rat? Pas un rat, monsieur. Une chose, grande comme un chien, je vous jure. Il est sorti de la caisse. On l'avait mal attaché, mais il est resté à bord. On l'a retrouvé juste avant de toucher le quai. Il se tut, secoué par une quinte de toux douloureuse. D'après ses propres termes, Holmes reporta l'entretien dans son carnet de retour, sans besoin de transcription immédiate. La peur de Crowley, notait-il, n'était pas feinte. L'homme ne disposait ni de la ruse, ni du vernis intellectuel pour échafauder un mensonge aussi complexe. Mais, ce qu'il dit ensuite, suffit à orienter l'enquête. Ils ont dit que c'était une bête rare, que les gars de Padang paieraient 2 fois s'ils la livraient entière. Moi, je voulais juste rentrer, mais j'ai eu peur, qu'on me fasse du mal si je parlais, et puis, je savais pas qui mordait. Il fallut plus d'1 heure à Holmes pour obtenir de Crowley le récit entier. L'homme n'était pas réticent par malveillance, mais par peur animale, renforcée par la fièvre et la honte. À plusieurs reprises, il fit mine de se taire, de détourner la tête, ou de supplier Holmes de ne pas le dénoncer. Vous comprenez pas, monsieur, ce que c'est d'avoir ces gens sur le dos, ceux de Limehouse, ceux des docks. Ils font pas de cadeaux. Et ce rat-là, il valait une fortune. Holmes, selon ses notes, adopta une méthode douce. Il écouta sans commenter, ne le contredit jamais, et ne releva qu'un seul point, toujours le même. Tu as peur, Crowley. Peur d'eux, mais surtout de ce qui t'est arrivé. Et Crowley finit par parler. Ils avaient reçu des ordres, à Batavia, 4 d'entre nous, Wilkins, Connor, le grand Jenkins et moi. On avait reçu chacun 2 livres d'avance, plus une promesse à l'arrivée. Fallait juste qu'on arrange une panne à bord, qu'on force une escale, et qu'on charge une caisse discrète, une grosse caisse renforcée. On savait pas trop ce qu'il y avait dedans. On disait que c'était une bête. Il fallait juste qu'on la nourrisse tout le trajet. Mais quand on l'a bougée, elle a grogné. Pas un chien, pas un singe non plus. Quelque chose d'autre. Wilkins a dit que c'était un rat, mais pas un rat comme ce décale. Un rat dressé pour se battre. Il se tut, les lèvres tremblantes. Il s'est échappé demanda Holmes. 2 jours avant l'arrivée, on avait mal arrimé la sangle, le clou s'est tordu, la caisse a glissé. Il est sorti dans la nuit, et il nous a surpris. Il m'a mordu à la jambe. J'ai pas compris tout de suite. On a mis 3 heures à le retrouver dans la soute. Mais on l'a eu. Il était là, à l'accostage. On l'a sorti par l'arrière, dans un tonneau. Personne n'a rien vu. Moi, j'ai dit que j'étais tombé sur un crochet. Mais ça allait pas. J'ai commencé à trembler, la fièvre. Et puis, maintenant, j'ose plus sortir. Dans ses notes suivantes, Holmes liste 3 faits qu'il qualifie de cruciaux. Premièrement, le rat ne s'est pas échappé en mer. Il est demeuré à bord jusqu'à l'arrivée. Deuxièmement, il a bel et bien été livré, selon ce qui avait été prévu, à un destinataire londonien. Et enfin, Crowley, mordu, n'est rien d'autre qu'un pion égaré, témoin involontaire d'un trafic animalier clandestin. Ce dernier ajouta encore, dans un souffle, « Le gars de Padang, il avait dit que c'était un spécimen, qu'il y en aurait d'autres si ça marchait, que celui-là était... Comment il a dit? Un premier essai. » Holmes referma son carnet. À ce stade, la direction de l'enquête était claire. Il ne s'agissait plus d'un accident portuaire, ni même d'un trafic isolé. C'était une expérience, et Londres était son théâtre. Les notes de Holmes deviennent plus fragmentaires à ce stade, plus codées aussi. Les jours suivants sont résumés en quelques lignes, répartis dans 2 carnets distincts, dont l'un, intitulé simplement « Souterrain, Limehouse ». Wiggins confirme l'existence d'un spécimen singulier, difficile à identifier. Ce n'est ni un chien, ni un singe,
rapporte-t-il. L'animal aurait les oreilles partiellement arrachées. Il a été aperçu dans le quartier de Spitalfields. Une arène improvisée y aurait été construite, éclairée à la torchère, dotée d'une cage mobile. Le combat se paierait 3 shillings l'entrée. Il sollicita l'un de ses anciens protégés de Baker Street, Wiggins, ou l'un de ses successeurs, pour interroger les enfants errants, les porteurs, les vendeurs de tripes et les revendeurs d'os. Partout, les mêmes bribes. « Y a un monstre qui est pas d'ici, monsieur. Un genre de rat, mais gros comme 2 chats. On l'a vu ronger une patte de bulldog comme une allumette. Je l'ai pas vu de près, mais ils disent qu'il comprend quand on l'appelle. Il entend. Il bondit que quand on siffle. C'est de la foire, je vous dis. Un truc pour les riches qu'aiment les bêtes méchantes. » Holmes nota les termes exacts employés. Il commença à cartographier les points de rumeur sur une carte du vieux East End, traçant un cercle de plus en plus resserré autour d'un même nom chuchoté, l'arène de Glaciard. Il se procura un billet d'entrée par l'intermédiaire d'un prête-nom, sous l'identité d'un parieur belge. Le billet était plié dans une enveloppe huileuse, sans inscription. La date y figurait simplement à l'encre bleue. Samedi, 22h, Glyn Street. Porte de fer, 3 coups, un silence. Dans son carnet, Holmes résuma. Ce n'est plus une cargaison, c'est une attraction. Et elle vit toujours. La reine de Glaciard n'était mentionnée dans aucun annuaire, aucun registre. Holmes nota qu'il s'agissait probablement d'une structure mobile, déplacée chaque semaine dans des caves ou entrepôts abandonnés à l'abri des regards. Celle du samedi en question occupait les fondations d'une distillerie ruinée, derrière Glyn Street. Il s'y rendit, vêtu d'un costume de laine brune, moustache postiche, accent bruxellois approximatif. Il avait troqué sa canne pour un bâton torsadé et portait des gants lustrés, comme en portaient les parieurs continentaux. Le lieu était sordide. Une 50aine de personnes s'agglutinaient dans une pièce circulaire, à peine éclairée par des lampes au gaz vacillantes. Le sol était de terre battue. 2 cages rouillées, montées sur des roulettes, avaient été disposées de part et d'autre d'un enclos grillagé. Des cris, des rires, des paris chuchotés. La plupart des visages étaient masqués par des foulards ou dissimulés dans les capuches. Le combat annoncé était exceptionnel. Le programme manuscrit, distribué à voix basse, ne portait qu'une phrase. Chien de combat, contre eux, le visiteur. Holmes observa d'abord le chien, un Staffordshire noir, musclé, au poitrail bandé. Il grognait d'impatience, dressé à mordre. Puis, la cage d'en face fut ouverte, et le visiteur entra. C'était, à tous égards visibles, un rat, mais plus grand qu'un chat, et plus lourd qu'un lièvre. Son poil était rugueux, marqué de cicatrices. Sa queue semblait renforcée par des nœuds de chair. Il marchait lentement, en silence, puis se figea. Aucun bruit, aucun grognement. Le chien aboya, le rat tourna la tête. Et lorsque le sifflet retentit, il bondit, non au hasard, mais à la gorge. La scène ne dura qu'une minute. Le chien ne gémit même pas. Holmes, comme il l'écrit, ne ressentit ni horreur ni fascination, mais une inquiétude. Ça n'était pas une bête sauvage. Dans une de ses dernières notes, plus sombre encore, Holmes écrit « Ce que je vis ne relevait pas de la cruauté brute d'un animal. C'était autre chose, une mécanique, une précision, celle d'un programme, comme dictée de l'extérieur. La foule s'éparpilla après le combat, certains applaudissant, d'autres quittant les lieux sans un mot. Un homme vomit contre le mur de torchis. Holmes resta en retrait, simulant la satisfaction professionnelle du parieur averti. Il échangea 2 mots sur le favori suivant, puis s'approcha du cercle des initiés. Un vieil homme, à la barbe grise et au regard délavé, fumait une pipe courte, tout en rangeant des gants tachés de sang.
Il semblait être un régisseur ou un soigneur de fortune. Holmes lui glissa quelques mots en flamand, puis reprit l'anglais avec un accent de Hollande. Première fois que je vois une bête pareille. Il vient d'où votre champion? Le vieil homme haussa les épaules. Celui-là, c'est qu'un essai, monsieur. Un premier tirage, pas fini, il est instable. Il tira sur sa pipe, puis ajouta en crachant par terre. L'original, il doit encore pousser à Batavia, mais celui-là, on l'a eu pas cher. Fallait tester. Paraît qu'il y en a d'autres en partance. C'est le début d'un vrai programme, qu'ils disent. Holmes nota chaque mot, il n'ajouta rien. Il paya une tournée au vieil homme, salua poliment, et repartit sans se retourner. Dans le carnet, quelques lignes apparaissent à l'encre plus sombre. Ce n'est pas un rat, c'est un prototype, le fruit d'une hybridation ciblée, dressé pour tuer. Un monstre livré à titre d'essai pour un marché à venir. Et il est à Londres. Dans la dernière partie du rat géant de Sumatra, Londres retient son souffle. Des combats clandestins, une maladie inconnue et une créature venue d'ailleurs. Holmes joue son va-tout, mais certains secrets ne doivent jamais sortir de Londres.